Meilleurs vœux pour cette nouvelle année, hein, pour celles et ceux que j'ai pas encore croisés. C'est la première rencontre thématique de cette année 2022. Et donc, cette rencontre thématique a pour objectif de vous parler d'une nouvelle disposition. Enfin, c'est pas forcément une nouvelle disposition, mais une amélioration et une mise à jour de cette disposition qui est la fiche GP, Gravité Perception. Et donc, j'ai l'immense plaisir de présenter cette première rencontre thématique avec Carole Chaban, qui est là de Alpaca. Et avant qu'on commence, je vous propose qu'on fasse un rapide petit tour afin que chacun puisse se présenter. On va commencer par la salle. Ok. Carole. Donc, Carole Chaban, de la DREALPACA, au service prévention des risques, en charge de la thématique risques industriels et accidentels. À la salle, on a Yanni aussi, vas-y. Bonjour, je m'appelle Yanni Abad, je suis chargé de mission HSE sur le terminal à container de l'Eurofoss. Et là, je viens participer à cet atelier au sein du CPHS. Pardon. Merci Yanni. En distanciel, Annabelle, si juste tu peux te présenter en 2 mots, s'il te plaît. Je remets le micro. Bonjour, donc Annabelle Raffin, déléguée générale France Chimie Méditerranée. Merci Annabelle. Aurélie. Bonjour, Aurélie Floch, je suis chargée de mission à l'association Environnement Industrie, qui est une association interprofessionnelle des industriels de toute la région PACA. Merci Aurélie. Mathieu Binet. Mathieu. Désolé, j'ai des problèmes. Ça a coupé, ça pixelise. Je ne sais pas si vous m'entendez comme il faut. Oui, ça va. Oui, bonjour, Mathieu Binet, donc responsable HSE de Géocell. Merci Mathieu. Christos. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous, bonne année tout d'abord. Christos Sabanis pour le compte du CIRA 7PC, préfecture des Bouches-du-Rhône, cabinet. Merci Christos. Merci. Pour la ville de Marseille. Ah, ils n'ont pas de micro. Alors, je me permets de prendre la parole, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, donc Elsa Peinturier, on est 3 de la DPGR, donc la Direction de la prévention et de la gestion des risques de la ville de Marseille, à être connectés aujourd'hui. Donc Pierre-Yves Gury, Louis Mallard et moi-même, Elsa Peinturier. Et donc, on s'occupe du plan communal de sauvegarde de la ville de Marseille. Très bien, merci beaucoup. Bernard, s'il vous plaît. Bernard Durkel. Ah, Je vous entends pas. ok, ça va? Ouais, impeccable. Oui, bonjour à tous. Oui. Mon nom est Bernard Durkel, je suis ingénieur sécurité procédé à l'usine de Lyondell Basel à Berlétan. Merci Bernard. Merci. Voilà, excusez-moi encore. Pas de souci, aucun problème. Donc on a Élodie du Cyprès qui est avec nous. Élodie, présente-toi. Donc Elsa, c'est bon. Patrick. Oui, bonjour, Patrick Grimaldi, donc ancien responsable QHSE de Kémoine, Fos-sur-Mer, et aujourd'hui impliqué dans la partie plutôt élue. Donc je représente la ville d'Istres, donc conseiller municipal à Istres, en charge de l'économie, de l'industrie et du développement numérique. Et je suis aussi conseiller métropolitain. Voilà. Merci Patrick. Guy. Guy Barret, donc maire de Coudoux, ancien membre du Cyprès. Marilyn. Bonjour, Marilyn Martos, France Chimie Méditerranée. Merci Marilyn. Nicolas. Bonjour, Nicolas Jonot du Cyprès, notamment sur des questions de SIG et en charge d'un numéro vert d'appel sur les dysfonctionnements environnementaux, on va dire, sur la zone portuaire de Fos-Martigues. Merci Nico. Oraison, la commune de Raison.
Ça a réussi à se connecter ou pas? Non. Non, a priori, ils ont des échecs de connexion. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Donc, le commandant Pascal Charret, officier de sapeur-pompier dans les Bouches-du-Rhône, chargé de la prévision, et puis étant officier sur le secteur de Martigues. Merci Pascal. Justine? Bonjour, Justine Rivière, donc Métropolex Marseille-Provence, chargée de mission risque majeur et santé environnement. Merci Justine. Bonjour Christophe. Christophe Roch. Oui, bonjour. Donc, je suis responsable HSE, région Sud-Est, pour le compte d'AR Service. Merci Christophe. Et enfin, Eric Sana. Bonjour, je suis Eric Sana, je suis le chargé HSE du site de Géogaz à La Vera. Merci Eric. Et donc, moi je me présente, je suis Eric Pourtin, je suis le directeur adjoint du CIPRE en charge du pôle des risques technologiques sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ah, je vois que j'ai oublié Tamara, pardon. Bonjour, donc Tamara Malardé, responsable HSE sur le terminal à conteneurs Sillard. Merci Tamara. Donc très bien, on a fait un rapide tour de table. Donc l'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'est un peu de vous expliquer depuis l'existence de la fiche GP, Gravité Perception, qui existe depuis 1995, quelles ont été un peu ses évolutions, et puis surtout aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle doit devenir, puisqu'en fait, comme vous le savez toutes et tous, les exploitants ont l'obligation réglementaire d'informer dans les meilleurs délais qu'un événement est survenu sur leur site et potentiellement peut avoir ou pourrait avoir des impacts à l'extérieur du site. Il doit en informer bien évidemment son administration de contrôle, qui est la DREAL, mais surtout les autorités qui pourraient avoir à gérer l'événement à l'extérieur du site. Alors, événement à l'extérieur du site, ça peut être pour permettre l'acheminement des services de secours, mais ça peut être aussi pour garantir la sécurité et l'intégrité physique des personnes à l'extérieur du site. Et donc, par autorité, il est bien entendu, comme toujours, en prime abord, puisqu'il est tout le temps directeur des opérations, le maire et ses services. Et puis, dès lors où on a affaire à un événement de grande ampleur, ou s'il décidait de prendre la main, l'autorité préfectorale, bien sûr, quel que soit le département dans lequel on est, cette fiche s'applique pour l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Évident que dans les Bouches-du-Rhône, le nombre d'installations fait de fait qu'il y a potentiellement beaucoup plus de fiches GP dans le département des Bouches-du-Rhône que dans d'autres départements, bien entendu. Il s'est avéré que suite aux dernières modifications de cette fiche GP et puis surtout de son organisation d'une dizaine d'années, que la fiche elle a été un peu galvaudée au fur et à mesure du temps. La fiche qui devait servir et qui sert en théorie à informer sur un événement ou sur un accident a été utilisée aussi et encore utilisée sur la prévention, c'est-à-dire demain on va torcher, on va avoir un arrêt d'unité, ce qu'on appelle de manière générale la fiche GP préventive. Or, ce n'est pas du tout son objectif. Et un grand nombre de fiches GP ces dernières années étaient essentiellement des fiches préventives sans que derrière il y ait un événement. Parce que finalement, l'exploitant il a parfaitement bien maîtrisé son installation et son exploitation et puis finalement, il n'y a pas eu d'événement. Ou alors sur des événements qui sont des événements normaux d'exploitation. On a utilisé la torche. La torche, c'est un organe de sécurité nécessaire et normal. Et quand ça torche, c'est plutôt bien pour éviter certains accidents. Donc, afin de s'assurer que la fiche répondait aux attentes, un groupe de travail a été mis en place à la demande des autorités, de l'ADREAL notamment, et ce groupe de travail composé bien évidemment de l'ADREAL, des représentants des organisations professionnelles, Franchimie Méditerranée, Environnement Industrie, pour ne pas les nommer, les services de secours du SDIS 13, la préfecture des Bouches-du-Rhône, ont travaillé pour optimiser, améliorer le fonctionnement de cette fiche GP. Et cette fiche GP a donc été présentée lors d'un séminaire Céveso lors du 16 novembre dernier à l'ensemble des sites Céveso de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et elle est rentrée dans une phase expérimentale pour 6 mois à compter de ces jours-ci.
et un certain nombre d'exploitants sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur commencent à l'utiliser pour se l'approprier. L'idée étant de faire un point à 6 mois, c'est-à-dire au mois de juin, et de voir finalement si les nouvelles orientations sont optimales et quels correctifs il pourrait être nécessaire d'appliquer avec l'ensemble des membres du groupe de travail. L'ensemble du sujet sera étudié. Donc l'idée, c'était un peu de vous présenter cette nouvelle fiche. Alors, vous allez me dire pourquoi les collectivités locales et territoriales? Ben, tout simplement parce que vous êtes l'un des maillons essentiels, hein, cette fiche d'information. On va revenir quand même sur les points essentiels. Hein. 3 mots importants, l'alerte, l'information et la communication, c'est 3 sujets complètement différents, avec des outils complètement différents. La fiche correspond à l'information sur un événement, un accident. Ça n'est pas un outil d'alerte et ça n'est encore moins un outil de communication. Donc, toutes les personnes qui recevaient la fiche et qui n'étaient pas soit une autorité détentrice d'un pouvoir de police, à savoir le maire ou le préfet, l'ADREAL, les services de secours ou des services qui concourent directement à la gestion d'un événement, comme par exemple la DDTM ou la préfecture maritime pour les impacts marins, ben, toutes les autres personnes ne doivent plus être destinataires de la fiche GP, puisque ils ne comprenaient pas forcément le contenu de la fiche GP, et souvent ça crée plutôt des distorsions et des désordres que véritablement une appropriation de l'événement en cours. Donc, on va revenir un peu sur ces 3 mots et ensuite, on vous déroulera le contenu de la fiche. Pour les collectivités locales, dorénavant, vous allez recevoir cette fiche. Vous allez la recevoir au fur et à mesure des mois qui vont arriver. Et il est important que vous puissiez vous l'approprier pour pouvoir l'intégrer dans vos plans communaux de sauvegarde, puisque ça va être l'un des outils d'information qui vont vous permettre de nourrir votre réflexion sur la stratégie à mener en cas d'avènement sur un site industriel. D'où tout l'intérêt de cette réunion de ce matin pour vous présenter cette évolution importante sur la fiche GP. Alors, bien évidemment, la présentation vous sera diffusée. Bonjour Michel. Bon. Elle vous sera diffusée à l'issue de la réunion et évidemment, la réunion est enregistrée et l'enregistrement vous sera également diffusé. Carole, je te laisse présenter le contexte ou que je continue sur le contexte? Tu peux continuer, je présenterai après. D'accord. Donc le contexte, hein, c'est l'article R512-69 du Code de l'environnement, donc comme je le précisais tout à l'heure, qui impose à tout exploitant de prévenir dans les meilleurs délais d'un événement sur son site les autorités étant maire, préfet, service de secours, donc SDIS et bataillon de marins-pompiers de Marseille sur son territoire d'analyse et de travail, et également, bien entendu, l'ADREAL, qui est le conseiller technique des autorités sur ce type d'événement. Donc, ce dispositif, comme je vous l'ai expliqué, date de 1995. Il a été révisé plusieurs fois, il y a eu plusieurs évolutions. Il y a eu une très grosse évolution en 2006, mais surtout de 2010 à 2012, suite à un événement important sur le site pétrochimique de Berre. Il y avait, alors quand je dis un événement important, hein, il y avait eu une torchère qui ne se voyait pas forcément de la salle de contrôle, et donc les gens en salle de contrôle n'avaient pas forcément une visibilité de l'impact que les fumées pouvaient avoir, qui n'était pas très bien effacé. Et malheureusement, quelqu'un a vu d'assez loin, c'était de Vitrolles, le panache de fumée qui se dirigeait vers l'aéroport, l'a pris en photo et l'a envoyé aux médias, dont BFM TV. Et les médias s'en sont fait les choux gras et ont immédiatement communiqué sur cet événement sans que les autorités en soient informées. Et c'est la ministre qui est revenue d'un côté vers l'ADREAL et de l'autre côté vers le préfet pour savoir ce qu'il en était, sans que pour autant le préfet et l'ADREAL aient des informations. Donc ça a généré un certain couac de crise médiatique et pas forcément de crise industrielle. Et donc il a été un peu revu le mode de fonctionnement de cette fiche GP avec 2 points importants. Un, l'alerte. L'alerte, elle est faite uniquement et exclusivement par téléphone. On vous le redira toute la matinée. C'est important et fondamental. Quand il se passe quelque chose dans les installations, c'est un peu comme chez vous à la maison. La première chose, c'est que vous alertez et vous le faites par téléphone. Vous ne le faites pas par fax ou par mail. Il faut impérativement appeler les personnes concernées, le maire en premier, le préfet en second. Si c'est un événement
Un scénario du PPI directement, il est évident qu'il faut peut-être inverser, hein, d'abord appeler le préfet et après appeler le maire, mais néanmoins, c'est les deux personnes incontournables. Et donc, il appartient aux collectivités locales de signaler aux exploitants concernés, qui sont tous à minima soumis à POI, quel est le numéro auquel il faut joindre la collectivité locale pour pouvoir informer et alerter d'un événement en cours. Et deux, donc remplir la fiche GP dans les meilleurs délais, dans les plus brefs délais, en fonction de la nature de l'événement et de sa cinétique, hein, la priorité étant bien évidemment donnée à la gestion de l'événement, pour la transmettre, puisque c'est la trace écrite de l'échange téléphonique que vous aurez eu. Et cette fiche, il n'y a pas qu'une lors d'un événement, il peut y en avoir plusieurs lors d'un événement, puisque l'événement il est géré, traité par les exploitants, et donc il peut y avoir autant de fiches que nécessaire tout au long de la gestion de l'événement. Là, ce que vous voyez, c'est le nombre de fiches qui ont été transmises à peu près depuis. Excusez-moi, j'ai juste une question. C'est Mathieu Binet. Oui. On disait donc par téléphone, maire, préfet, en fonction de la dimension de l'incident. Dreal, par téléphone ou pas? Oui, Oui. hein, d'accord. En fait, souvent, la préfecture des Bouches-du-Rhône a raison. L'appel, alors c'est un peu ironique, mais je trouve que ça résume un peu bien les choses. C'est le quatuor, hein, c'est les 4 sages. En 1, j'appelle mon maire préféré, enfin d'abord mon préfet préféré, hein, puisque c'est eux qui vont venir pour vous aider. Donc en 1, j'appelle mon CODIS. Ensuite, j'appelle mon maire préféré, puisque c'est quand même lui qui peut aider pour la gestion de la circulation, notamment, hein, au site. Et puis potentiellement alerter la population aussi si c'est nécessaire, ou communiquer à la population si c'est nécessaire. Mon préfet préféré, puisque s'il y a besoin d'activer une disposition hors sec, ben c'est à sa charge. Hein. Et puis, alors même s'il n'active pas le PPI, il peut activer certaines parties du PPI. Christophe en parlera peut-être tout à l'heure. On a certains événements pour lesquels l'autorité préfectorale n'a pas activé leur sec PPI, mais a activé certaines parties du PPI, puisqu'elle permet de pouvoir traiter certains points de la situation. C'est ce qui s'est passé, par exemple, lors de l'attentat du 14 juillet 2015 à Berre, où la partie circulation du PPI a été activée sans que pour autant le PPI soit activé. Et puis, bien évidemment, la DREAL, parce que, c'est votre autorité de tutelle de contrôle, et puis deux, c'est eux qui vont être le conseiller technique du préfet. Hein. Et ces services ne sont pas des spécialistes des process industriels, et ils ont donc besoin d'avoir le conseil technique de leurs inspecteurs pour pouvoir s'assurer que les informations que vous donnez non pas soient justes, mais puissent être analysées par les services de l'inspection. D'accord. Et donc, du coup, la fiche, son envoi, dans un second temps, après les alertes par téléphone, aux mêmes interlocuteurs? Absolument. Absolument, d'accord. Oui. Ok, merci. En 1, j'alerte, je préviens, et en 2, j'envoie la fiche dans les meilleurs délais. Après, les meilleurs délais, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Hein. Ça peut être quelques minutes, ça peut être quelques dizaines de minutes, ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure. Ça, c'est à votre maîtrise. Et souvent, ça dépend de l'ampleur de l'événement. La priorité étant donnée à la gestion de l'événement, bien entendu. D'accord. Quand on regarde entre 2016 et 2021, on a vu quand même une augmentation importante du nombre de fiches GP. Et comme je vous l'ai dit en préambule tout à l'heure, cette augmentation était essentiellement, depuis 2017, liée au nombre croissant de fiches préventives. À chaque fois qu'un exploitant avait des manipulations importantes à faire sur son process, des arrêts d'unité, il a envoyé une fiche GP pour informer qu'il pouvait y avoir des événements qui allaient arriver sur son site. Or, ce n'est pas la bonne méthode puisque la fiche GP n'est là que pour prévenir d'un événement ou d'un accident. Donc, du coup, c'est d'autres outils qu'il faut utiliser. Et en tout cas, ils n'intéressent pas forcément de la même manière les interlocuteurs que l'on a parlé tout à l'heure, de savoir que vous allez arrêter des unités et qu'il pourrait y avoir éventuellement un torchage normal des installations. C'est uniquement quand il y aura le torchage que ça les intéressera. Donc la fiche GP doit être remise là, à sa juste place, à savoir pour la gestion des événements, et on va vous montrer d'ailleurs un logigramme de fonctionnement. Voilà, merci. Du coup,
Du coup, on voulait vous faire un rappel, parce que vous a expliqué Eric, sur ce qu'est la fiche GP, ce qu'elle n'est pas, pour qu'on soit bien clair sur ses fonctions et son utilité. Donc, comme l'a dit Eric, c'est bien une fiche d'information, même d'information technique, on va dire, hein, qui doit synthétiser toutes les informations utiles liées à l'événement, avec la description des circonstances, des effets attendus, des mesures qui sont prises. Voilà. Et donc, l'intérêt de cette fiche aujourd'hui, en tout cas qui nous est bien remontée par les industriels, c'est qu'elle permet de répondre à cette obligation, hein, du Code de l'environnement de signaler à l'inspection des installations classées tout incident ou accident survenu sur le site. Donc, elle permet de déclarer de façon synthétique et uniformisée les caractéristiques de cet événement et de le partager avec les autorités compétentes. Donc, c'est aussi donc bien une fiche évolutive, hein. On ne demande pas à ce que la fiche soit complétée à 100% dès le premier envoi. On sait très bien que c'est compliqué de recueillir toutes les informations nécessaires à compléter la fiche. Par contre, voilà, il sera important de pouvoir implémenter les fiches au fur et à mesure des connaissances sur l'événement en cours. Donc effectivement, Eric l'a bien dit, on insiste bien là-dessus, c'est pas une fiche d'alerte, hein, c'est bien une fiche d'information. Donc elle suit l'alerte, ce qui va permettre de confirmer les informations qui ont été fournies au moment de l'alerte. Et ce qui est important, c'est qu'elle va permettre de partager de manière uniforme les informations liées à l'événement. Donc tous les acteurs auront le même, la même information en termes de qualité d'information. Et donc, ce n'est absolument pas un outil de communication vers le grand public. C'est-à-dire que c'est vraiment une fiche technique et on ne peut pas donner cette fiche en termes de communication directe au public parce que ce n'est pas sa vocation et elle ne serait pas comprise. Voilà, elle a besoin d'être décryptée et peut-être simplifiée ou vulgarisée quand on veut communiquer auprès du grand public. Donc, à qui elle est destinée? Aux autorités, on vous l'a dit, services de secours et mairie, mais ça, c'est bien repris dans la fiche. Et DREAL, d'ailleurs, en partie des autorités, bien sûr. Donc, elle a cette utilité de pouvoir permettre rapidement, finalement, puisque ce n'est plus seulement une page, hein, c'est un recto verso, elle a un peu gagné en information. Mais c'est pour voir facilement, en un coup d'œil, rapidement évaluer le degré d'importance de l'événement et de savoir quelle organisation adaptée mettre en place. Et elle permet également, donc, au fur et à mesure de ces indices d'évolution, de suivre l'événement en cours et son évolution, sa maîtrise. Voilà. Donc après, donc son objectif, pour rappeler, donc c'est bien une rapidité de communication de l'information et une standardisation de cette information, qu'elle soit la même pour tout le monde, une évaluation rapide et claire de l'événement en cours, donc incident, accident majeur, le classement selon les critères, hein, qui ont été sélectionnés, qui sont les critères de gravité et de perception. Donc la gravité étant l'impact de l'événement sur les outils de production et sur son environnement, et la perception étant comment peut être ressenti l'événement à l'extérieur du site. Donc perception visuelle, olfactive, sonore. Donc c'est un impact important, hein, puisque en fait tous les événements qui ont des conséquences à l'extérieur du site, hein, doivent bien être signalés et analysés en termes de besoin de maîtrise ou de réaction. Donc ça n'empêche pas que la priorité est donnée à l'appel téléphonique en cas d'alerte. Donc elle doit permettre d'adapter les suites à donner, hein, donc en fonction des informations recueillies sur la fiche. Et donc, au niveau du groupe de travail, on a pu clarifier le schéma d'utilisation de la fiche et on va vous présenter ça tout à l'heure. Donc, cette diapo, c'était pour reprendre les 3 éléments dont Eric vous a parlé tout à l'heure, les processus d'alerte, d'information et de communication. Donc, dans le cas d'un accident, la priorité, la première chose à faire, c'est bien l'alerte aux intervenants sur la gestion de la crise. Préfecture, SDIS, DREAL, mairie.
Ensuite, c'est la fiche GP avec tout le contenu des informations liées à l'événement. Et dans un axe un peu, je dirais, parallèle, c'est la communication au grand public, dont les informations pourront être extraites en partie de la fiche, mais dont les informations descendront notamment direcement en prenant contact avec l'exploitant qui aura pris soin de rédiger un communiqué de presse en bonne et due forme. Alors, par communiqué de presse, hein, souvent, il existe des outils, hein, Franchimie Méditerranée notamment, a un outil de communication à chaud, hein, qui existe, que les exploitants peuvent s'approprier. Et après, sur certains territoires, comme par exemple le pourtour-les-Tendres, il y a le dispositif Allo Industrie qui permet, via Internet, via Twitter ou par mail, de pouvoir recevoir des informations de communication, tant sur des événements, mais également sur des possibilités d'événements. Par exemple, un exploitant qui arrête ses installations demain ou après-demain, au lieu de faire une fiche GP, dorénavant, utilise Allo Industrie pour communiquer sur le fait qu'il pourrait potentiellement y avoir un impact. Donc, on est vraiment sur un outil de communication et pas du tout sur un outil d'information sur un événement. OK. Donc, on a repris la présentation qu'on a faite aux industriels Céveso pour expliquer la fiche. Je pense que c'est important que vous ayez tous bien le vocable en tête lié à tout ce qui est incident, accident et accident majeur. C'est aussi pour ça qu'on a lancé la révision de cette fiche. C'est que, en fait, on voudrait pouvoir être en capacité de classer les événements selon ces 3 catégories, alors qu'ils sont plus ou moins définis par la réglementation. C'est-à-dire que les accidents majeurs sont clairement définis par une directive européenne, mais la différence entre incident et accident, un peu moins. Donc, les incidents qui doivent être déclarés au sens du Code de l'environnement auprès des installations classées, c'est tous les incidents, tous les événements qui ont lieu sur un site et dont les conséquences auraient pu porter atteinte aux intérêts extérieurs, mais qui, par une maîtrise ou des dispositifs adaptés par l'exploitant, finalement, n'ont pas porté ces atteintes directement sur les enjeux. Donc là, on est sur le cadre d'un incident, c'est-à-dire un événement qui a été maîtrisé et dont on sait que s'il ne l'avait pas été, aurait pu porter atteinte aux enjeux protégés. Ensuite, les accidents, vous l'aurez compris, ce sont ces événements qui, eux, ont porté atteinte aux intérêts protégés. Donc, malgré les dispositifs mis en place, on a pu avoir soit une pollution, soit des blessés, soit des dégradations importantes de l'environnement. Et donc là, on est vraiment dans le cadre d'un accident. Et le cran du dessus, c'est l'accident majeur. Donc ça, c'est défini par une directive européenne qui, selon la gravité, le degré de gravité des atteintes portées aux enjeux, vont classer l'accident en accident majeur. Et dans ce cas-là, les États membres doivent faire remonter à la communauté européenne, en fait, les accidents majeurs qui sont survenus sur son territoire. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir cette possibilité de classification déjà en premier lieu à travers la fiche GP, parce que derrière, ça va avoir certains impacts de nécessité de remontée d'informations ou de dispositifs de réaction à mettre en place. Et justement, par les critères de risque majeur, c'est la quantité de matière qui a été relarguée, les conséquences humaines et sociales, les conséquences environnementales et les conséquences économiques. Exactement. Alors, certains de ces éléments ne sont pas évaluables dans l'instant ou dans le tempo de la gestion de l'événement. Les conséquences économiques, c'est souvent bien après que l'exploitant est capable d'évaluer quelles sont les conséquences réelles économiques. Et puis à l'extérieur du site, il n'a pas forcément la visibilité de ces éléments-là. Donc ça nécessite forcément de l'analyse. Et donc la notion d'accident majeur, elle n'est pas forcément faite pendant la gestion de l'événement, mais plutôt en termes de retour d'expérience. A posteriori. Donc, en cas d'accident, il faut savoir aussi, et c'est pour ça qu'on a besoin de distinguer dans quelle catégorie se place l'événement. Il y aura systématiquement un rapport d'accident à faire, ça c'est le Code de l'environnement qui le demande, et il y aura aussi, dans la plupart des cas, un déplacement de l'inspecteur des installations classées sur le site. Dans le cas des accidents majeurs,
on aura systématiquement un déclenchement je crois qu'il y a la suite, voilà, du bureau enquête analyse, bureau d'enquête accident des risques industriels qui interviendra pour faire une analyse détaillée qui ne sera pas là pour rechercher les responsables de la cause de l'accident, mais plutôt d'identifier les mesures à prendre pour éviter qu'un tel accident ne puisse se reproduire. Que ce soit des mesures à prendre au niveau du système d'exploitation même ou au niveau de la réglementation à mettre en place pour cadrer un peu mieux les choses. Voilà, donc ça c'était pour faire un point sur ces différentes classifications d'événements. Certains d'entre vous connaissaient jusqu'à maintenant le BARPI, qui reste et qui existe toujours, hein, et qui a pour objectif de faire la synthèse de tous les événements en France et ailleurs, d'en constituer une base de données pour permettre du retour d'expérience. La différence, c'est que le BEA-RI, lui, ce sont des enquêteurs hein, qui viennent véritablement pour évaluer tout ce qui s'est passé et en faire un rapport complet. Donc, il y a une grosse différence entre le BARPI qui reste et cette nouvelle structure et le BEA-RI. D'ailleurs, pour compléter, effectivement, c'est aussi un des rôles des remontées de la fiche GP, c'est que ces fiches GP sont communiquées et remontées régulièrement au BARPI et servent à alimenter la fameuse base ARIA dont les exploitations se servent pour faire leur propre retour d'expérience et mettre en place des systèmes de prévention adaptés sur la base de ce retour d'expérience. Donc, ce n'est pas seulement un outil d'incrimination, de pointage de mauvais points, c'est bien au contraire en fait pouvoir mettre au pot commun en fait l'expérience sur tous les événements survenus dans les exploitations. Donc il ne faut pas voir ça seulement sous un aspect négatif en disant bah, on a beaucoup de fiches, on n'est pas bon. C'est aussi on est capable d'analyser et de faire remonter les défaillances possibles et donc de trouver des solutions pour améliorer tous ces points-là. Voilà. Donc, c'est le fameux schéma d'alerte. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des lignes qui ont bougé. Je suis désolée, c'est pas propre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, il y a des problèmes de version de PowerPoint. Bon, on va vous l'expliquer comme ça. Donc, la partie. Je suis PowerPoint et tu l'as fait sur OpenOffice. C'est ça. J'aurais dû le mettre en PDF. Pardon. On corrigera pour. Oui, je vous le transmettrai en PDF. Du coup, la partie grisée à gauche, ça concerne des événements de type incidentel, comme je vous les ai définis tout à l'heure. Et la partie jaune à droite, cela caractérise plutôt des événements de type accidentel. Donc, plutôt des G0, G1 pour ce qui est de l'incident, c'est-à-dire des événements dont la gravité n'a pas d'impact ou relativement peu sur l'environnement et l'outil de production. Alors que sur du G2, G3, G4, on a des impacts significatifs. Donc, au niveau de l'événement, dès lors qu'on a un déclenchement de POI, PSI, ou... Attends, deux petites secondes. Tu vas mettre le Je vais fichier. mettre... Un fichier plus lisible. Ouais. Tout le monde voit la nouvelle version? Super, merci Eric. Du coup, voilà, l'alerte téléphonique doit être systématiquement lancée dès lors qu'on a le pavé au milieu, là, dès lors qu'on a un déclenchement de POI, PSI, et ou un impact en dehors du site, hein, et ou un impact sur les enjeux. Donc, dès lors qu'on rentre dans une de ces catégories, il n'y a pas de discussion, on lance un appel téléphonique envers les autorités compétentes. Et ensuite, on leur adresse la fiche GP avec tous les détails qui sont repris et qui sont alimentés au fur et à mesure de l'événement. Dans le cas des incidents, la fiche GP garde son importance surtout sur les événements qui ont une perception en dehors du site. Alors, on ne va pas se mentir, hein, grosso modo, ce cas-là, il concerne essentiellement tout ce qui est torche, puisque c'est des événements
en général, qui ont un niveau de gravité, de conséquences relativement réduit, mais qui ont une perception à l'extérieur du site qui est parfois souvent importante. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas forcément d'alerte, hein, si on n'est pas dans le cas précédemment décrit, s'il n'y a pas d'atteinte particulière à l'environnement ou aux enjeux, mais qu'on a une forte perception à l'extérieur, on va quand même faire une fiche GP de sorte que tous les acteurs puissent être informés que la population peut être amenée à se poser des questions sur l'événement en cours et qu'on sache que finalement, on sait que ce n'est pas un événement grave qui est en train de se produire et qui est totalement maîtrisé par l'exploitant. Mais que ça peut être un sujet de communication. Oui, et puis de sollicitation de ces acteurs-là. Donc, autant qu'ils aient l'information en amont plutôt que de courir après qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout le monde s'affole. Voilà. Pardon. Et concernant les G1, P0, c'est peut-être quelque chose un peu plus à part. Seule, finalement, l'inspection des installations est classée. On garde l'envoi de ces fiches GP, mais finalement, ça pourrait être notre format. Hein. C'est parce que les exploitants trouvent ce format souvent assez pratique. C'est communiquer les événements qui n'ont pas eu d'impact à l'extérieur du site et qui ont relativement été bien maîtrisés au niveau de l'exploitant, mais dont il est nécessaire de faire une information à l'inspection parce qu'il y aurait pu avoir une certaine dérive ou que c'est un scénario qui pourrait générer des phénomènes dangereux. Donc là, l'inspection des installations classées doit être tenue informée. Voilà. Alors jusqu'à maintenant, la fiche GP a été adressée par fax, hein, avec ses avantages et ses inconvénients. En 2021-2022, les inconvénients étant largement supérieurs aux avantages, il a été décidé de revoir un peu le mode de remplissage et puis surtout de transmission. Donc la transmission dorénavant, pour tous les acteurs, c'est par email, puisque cela permet notamment, lorsque le fax marche pas bien, lorsqu'il a plus d'encre, etc., ou lorsque le changement d'horaire s'est fait entre l'été et l'hiver et qu'il n'a pas été mis à jour, d'avoir quelque chose qui est, un, lisible, et puis deux, surtout qui arrive au bon endroit, au bon mail, souvent des mails génériques, et donc des personnes derrière qui en journée, bien évidemment, sont capables et aptes à les consulter, mais aussi les personnes d'astreinte peuvent également les consulter. Alors, le premier pavé de cette fiche GP, donc, qui est un formulaire PDF pour les exploitants qu'ils peuvent remplir, mais ils ont aussi la version Word pour pouvoir éventuellement l'amender, la modifier. Elle est composée d'un premier chapeau qui est le point 1 que vous voyez ici, qui est présent au recto et au verso de la fiche, puisque comme vous l'a dit Carole, dorénavant la fiche elle est recto-verso. Et le verso se remplit automatiquement dès lors où on a rempli le recto, avec le nom et la localisation de l'établissement. Donc, parce qu'on peut avoir plusieurs établissements qui ont le même nom, mais du fait de leur localité, se permet de savoir à qui on a affaire directement. Quand on dit Kemwan, par exemple, Kemwan, il y en a plusieurs dans le département des Bouches-du-Rhône. Quand on dit la Yondel Basel, il y en a plusieurs dans le département des Bouches-du-Rhône. Donc, sans vouloir citer de nom, hein, par exemple. Mais ça permet tout de suite, le fait de rajouter la localisation de l'établissement associé au nom de l'entreprise, de gagner du temps véritablement à qui on a affaire. Quelle est la date du message et son heure? Donc ça, c'est véritablement important de le dissocier de la date de l'événement et de son heure de découverte, puisque la date du message, ça correspond au message de l'information de la fiche GP, avec sa version. On peut avoir 1, 2, 3, 10, voire plus versions de fiche GP en fonction de l'ampleur de l'événement. Au fur et à mesure que l'information sur sa gestion évolue, on fait des fiches GP qui sont la traçabilité et la trace de ce qui a été fait, ce qui a été traité. Par contre, la date de l'événement et son heure découverte, elle ne change pas. Donc, ça permet toujours de bien raccrocher la fiche GP à un événement, parce qu'on pourrait avoir plusieurs événements dans la même journée, malheureusement, sur un site. Donc, pour éviter des mélanges, on raccroche toujours la date et l'heure du message à la date initiale de l'événement. Et puis, bien évidemment, la commune sur laquelle se situe l'événement ou l'accident. Alors, on pourrait me dire, mais si on a rempli la localisation, pourquoi remplir la commune? C'est pour répondre à une autre problématique de la fiche GP, à savoir la problématique des PSI, hein, les plans de sécurité et d'intervention sur les canalisations de transport.
Et on peut très bien avoir un exploitant qui est basé à Fos-sur-Mer et l'impact sur la canalisation, c'est à Port-de-Bouc. Donc, le lieu de l'événement, c'est Port-de-Bouc et c'est pas Fos-sur-Mer, alors que l'exploitant, il est bien basé à Fos, par exemple. Donc, ça permet de véritablement avoir l'information du lieu de l'événement par rapport à l'exploitant concerné. Ensuite, on a la classification de l'événement, donc en gravité en perception, qui se fait de manière automatique tout de suite en début de page, mais qui est le dernier bloc qu'on va remplir. Dans la précédente fiche, en fait, c'était la première chose qu'on remplissait sans pour autant avoir rempli les cases relatives à l'information qui permettent de qualifier la gravité et la perception, ce qui pouvait parfois d'ailleurs donner lieu à des interprétations parce que quand on voyait la gravité et la perception et qu'on lisait ce qui était dessous, c'était pas forcément en concordance. Or, la gravité et la perception sont la conséquence d'un certain nombre d'informations et donc cette gravité et perception se remplissent automatiquement en début de page, mais sont complétées par l'exploitant en dernier bloc de page qu'on verra tout à l'heure. Et l'indice d'évolution, qui peut être A, B ou C, donc est-ce que c'est un événement qui est géré par conséquence à l'extérieur du site, c'est un événement qui est en cours ou c'est un événement qui est terminé. Donc ça, c'est une évolution importante à avoir, puisqu'on peut très bien avoir un événement important qui est terminé, parce qu'il a duré quelques minutes, mais ça peut être aussi un événement important qui est toujours en cours d'évolution et qui pourrait évoluer gravement ou pas du tout. Donc ça, c'est important à avoir comme information. Comme on vous l'a dit, on a modifié un peu la fiche GP sur cet aspect-là, avec un bloc coupé en deux, un qui correspond à l'alerte par téléphone. Donc sur la fiche GP, il est clairement écrit appel téléphonique, codice et autorité, ça c'est pour l'alerte. Avec les numéros, alors l'exemple qu'on vous montre, il n'y a pas les numéros, mais dans la fiche qui est transmise aux exploitants, tous les numéros à contacter ont été pré-remplis, sauf pour les collectivités locales, puisque on ne pouvait pas faire autant de fiches que de communes il y a en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'autant qu'on n'a pas forcément toujours les bons numéros pour savoir à quel endroit ça doit être et d'ailleurs, téléphoné. J'en précise pour dire aux collectivités que dans le cadre de la mise en place de cette fiche par les exploitants, elles seront sans doute contactées pour récupérer ce numéro de téléphone. Bon, ça, je pense qu'elles l'ont déjà, mais surtout pour récupérer un mail auquel la fiche devra être transmise. Donc, voir déjà en amont dans les collectivités quel est le mail de permanence, entre guillemets, qui sera à communiquer pour indiquer dans la fiche et pouvoir recevoir ces fiches d'information. Ensuite, ce contact téléphonique, c'est quelle a été sa situation. Est-ce qu'il a été contacté? Oui, il a été contacté. Il n'y a pas eu de réponse. Il peut arriver que parfois, à certains endroits, les standards s'engorgent ou toute autre raison, et finalement, l'exploitant a pu appeler X fois et il n'y a pas eu de réponse. Donc, il peut préciser qu'il n'y a pas eu de réponse, ou alors il n'a pas été contacté. Donc, c'est 3 points qui peut cocher, et bien évidemment, ensuite, c'est la transmission de la fiche GP qui se fait dorénavant exclusivement par mail, que ce soit à l'ADREAL, au CODIS, à la préfecture, enfin aux préfectures, et pour la préfecture des Bouches-du-Rhône, a priori, dorénavant, il n'y a plus qu'une seule adresse mail. Christophe, pour la préfecture, nous précisera qu'un seul mail pour s'assurer que ça passe bien d'abord par le criblage et le criblage du CIRA7 pour s'assurer qu'il n'y ait pas des fiches qui arrivent à des endroits qui pourraient donner lieu à des interprétations non voulues. Et donc, chaque exploitant doit pré-renseigner les informations de ce bloc en fonction de sa localisation, notamment pour la problématique PSI, puisque forcément, la case mairie, elle change tout au long du pipe. Et plus le pipe est long, plus il peut y avoir de numéros différents. Le 4e bloc concerne l'activation du POI, du PSI ou tout autre plan d'urgence. Donc, est-ce que sur cet événement, un plan de l'exploitant a été activé, oui ou non? Et si oui, lequel? Donc, est-ce que c'est le PE, le PSI ou un autre? Il pourrait très bien y avoir d'autres plans d'activer qui soient ni un PSI ni un POI. Quelle est l'heure de déclenchement? Et quand on a affaire à un scénario du POI et du PSI, quel est le numéro du scénario? Ce qui permet directement à l'ADREAL
conseil technique du préfet et également au service de secours qui en dispose aussi, de vite rechercher dans l'étude de danger pour voir ce qu'il en est au titre de l'étude de danger. Dans le cas d'une canalisation ou d'une unité concernée, hein, l'unité sur le site, c'est l'unité X, Y ou Z. Et puis dans le cas d'une canalisation, quel est le fluide concerné, le diamètre de la canalisation, la commune concernée et le point kilométrique auquel se situe le problème. Alors souvent, le point kilométrique peut être compliqué sur un pipeline, puisqu'en première intention, ils n'ont pas immédiatement le PK exact. Donc ça peut être entre le PK X et Y, entre deux vannes de sectionnement par exemple, puisqu'ils arrivent parfois à identifier entre deux vannes de sectionnement assez rapidement qu'on a un événement. Donc ça peut être entre le PK X et le PK Y. Et puis après, ils précisent quand ils auront véritablement identifié le PK de l'événement, ils pourront mettre à jour la fiche en conséquence. Donc ensuite, le bloc 5 concerne la description de l'événement et tous les détails relatifs à l'événement lui-même et aux premières mesures prises. Donc ce bloc a été pas mal remanié, on va dire, par rapport à la précédente version, notamment par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, la volonté de pouvoir classer l'événement en incident, accident et accident majeur. Donc, on va s'intéresser au niveau des produits qui sont impliqués dans l'événement. Donc, en essayant de récupérer son nom, son numéro de casse et les quantités mises en jeu. La nature du produit aussi, est-ce que c'est du liquide, du gaz, solide? Et donc, la substance, est-ce que c'est une substance Céveso ou une substance explosive? Et est-ce que les quantités engagées dépasse les 5% du seuil Céveso, seuil haut. Ça a été rajouté dans la fiche, là, c'est pas mis dans l'extrait, mais et voilà. Donc ça fait partie typiquement d'informations dont la première fiche GP n'aura pas forcément pu être complétée parce que vous n'avez pas connaissance des caractéristiques précises et des quantités mises en jeu dans l'événement. Donc, ce n'est pas un souci, mais si l'information arrive plus tard, c'est une information qui sera nécessaire de pouvoir fournir au travers de la fiche GP notamment. Et puis, ça peut être un mélange pour lequel on n'a pas forcément toutes les informations. Ça peut être plusieurs produits concernés. On comprend bien que la notion de produit impliqué, en première intention, parfois elle est facile, parfois elle est compliquée. C'est ça. Quand elle est simple, l'idée, c'est de la remplir. Et quand elle est compliquée, après, on peut préciser voilà, c'est ça. de choses. Mais l'idée, c'est qu'elle soit, au fur et à mesure de l'avancée de l'événement, le plus complète possible. C'est ça. Et même, j'ai envie de dire, si l'événement est terminé, si l'information n'arrive qu'au niveau du rapport d'accident, bon, mais tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, si l'information est disponible, c'est important pour nous que vous puissiez nous la communiquer et dans les caractéristiques demandées. Donc après, ça ressemble à ce qui était dans la précédente fiche, hein, c'est détails et description de l'événement, donc de manière succincte, expliquer ce qui se passe. Donc là, on vous a proposé des cases à cocher parce que des fois, on s'est rendu compte que dans la rédaction de l'énoncé et de la description de l'événement, on avait du mal à savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Toujours pareil, parce que dans la rapidité de la rédaction de la fiche, voilà, c'est pas très grave, mais des soins de rédaction ne sont pas toujours très poussés. Donc, avec ces coches, on voulait pouvoir vous permettre d'identifier rapidement sur quelle typologie d'événement on se situe. Pareil pour les premières mesures prises. Alors, quand même, ce qui est important sur ces deux blocs, parce que vous allez retrouver des informations identiques. Là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a eu affaire à une explosion, et ou à une fuite, et ou à un incendie, et ou à une torche, ou à autre chose. Dans les mesures prises... C'est pour anticiper quelque chose qui pourrait survenir suite à la survenue de l'événement. Tout à fait. C'est quelles mesures vous prenez pour éviter quel risque. Voilà. Donc pareil avec le système de coche, hein, et puis expliquer quelles sont ces mesures-là. On a rajouté une ligne aussi qui pourra ne pas être remplie dans la plupart des cas, mais pour situer les cas où il y a eu des évacuations de personnes présentes sur le site. Donc, évacuation, confinement et nombre de personnes concernées.
Et puis, un petit pavé pour nous dire où en est la situation au moment de la rédaction de la fiche. Donc, ce pavé sera forcément amené à évoluer au fur et à mesure des versions de fiches émises. Ah, il y a encore des bugs. Ouais, là, c'est de mon fichier. Ah, c'est nul. Alors, bon, ça, je crois que ça reprend le. Oui, c'est la reprise l'entête. de l'entête. Donc, c'est ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure. Là, il n'y a pas de Il n'y a pas de modification surprise. particulière. Sur le bloc, ça c'est un nouveau bloc, c'est les conséquences qui sont attendues par rapport à l'événement en cours, donc sur le plan humain et sur le plan environnemental. Donc, on ne demande pas forcément de détails, mais est-ce qu'il y aura des conséquences humaines, oui ou non, ou on ne sait pas, donc on est en cours d'évaluation. Est-ce qu'il y aura des conséquences environnementales? Et si oui, sur quel milieu? Ça concerne quelle surface? Quel linéaire de côte ou de rivière, par exemple? Et après, il y a un pavé qui est réservé aux événements de torchage. Donc, est-ce qu'on est sur un événement de torche et sur quelle durée de torche? Voilà, et donc ensuite, le pavé que vous aviez l'habitude de voir sur la fiche GP en cours, enfin précédemment utilisée, avec les niveaux de gravité et de perception détaillés. Donc on a essayé de reformuler les intitulés, les descriptifs de tous les niveaux de gravité et de perception, de manière à ce qu'ils soient peut-être plus compréhensibles et portent moins à confusion, et que vous puissiez opérer une meilleure classification de l'événement. Donc, je ne vais peut-être pas reprendre le détail, mais G0, G1, donc on est sur des opérations. Alors, G0, des opérations normales d'exploitation, ça, normalement, c'est des fiches que vous ne devriez pas voir s'il n'y a pas de perception à l'extérieur. En tout cas, voilà, c'est des fiches qui sont réservées à communiquer à l'inspection des installations classées. Les niveaux gravité G1, donc c'est des incidents qualifiés de mineurs sur l'exploitation, donc qui n'ont pas de conséquences sur le personnel, qui n'ont pas de potentialité de risque, ni de conséquences sur l'environnement. Et puis à partir du niveau G2, on est sur des accidents qui commencent à avoir des effets notables sur le personnel, l'environnement, le matériel ou des potentialités de risque avérées. Et jusqu'au G4 avec des accidents qualifiés comme majeurs de par leurs conséquences. Pour la perception, donc P0, c'est aucune perception à l'extérieur du site. Hein, ça veut dire que si on est à l'extérieur du site, on ne sait même pas qu'il s'est passé quelque chose. P1, P2, j'ai envie de dire que c'est peut-être un peu plus subjectif. Hein, c'est difficile à qualifier, mais en gros, P1, ça va être légèrement perceptible. Voilà, on verra quelque chose, mais sans forcément provoquer un émoi particulier. Et P2, ce sera de fortes perceptions avec peut-être même de fortes incommodations à l'extérieur du site. Et donc, du coup, on a rajouté le type de perception qui seront perçues à l'extérieur du site, donc à savoir si c'est des perceptions olfactives, sonores, visuelles ou autre chose, de manière à savoir qu'est-ce qu'il en est vraiment. Et donc, sur les indices d'évolution, pareil, on a essayé d'être un peu plus clair dans la rédaction avec un indice C qui est une situation qui est en cours d'évolution, qui n'est pas maîtrisée et qui peut être amenée à avoir des conséquences à l'extérieur du site. B, l'exploitant est en cours de gestion et a priori, il devrait pouvoir cantonner l'événement à l'intérieur de son site. Et A, la situation est terminée et maîtrisée. On considère que l'indice A, c'est la fin en tout cas de l'information au travers de la fiche GP sur l'événement. Et le dernier bloc qui est essentiel, c'est le contact de la fiche GP. Alors, il y a deux parties, hein. Le nom du contact et sa fonction, ainsi que son numéro de téléphone direct. Ça, c'est la personne qui est plutôt en charge, en général, la rédaction de la fiche GP ou le directeur des opérations internes pour l'exploitant. Et puis, un numéro à joindre en cellule de crise exploitant.
ce qui peut permettre aux autorités de pouvoir échanger directement avec cette personne-là pour avoir plus d'informations ou pour anticiper des choses ou travailler sur le sujet. Donc, c'est absolument nécessaire que, bien entendu, cette partie-là soit remplie, parce que c'est ce qui vous permettra, vous, en tant que collectivité locale et territoriale ou autre, de pouvoir échanger avec les exploitants concernés. Alors, parfois, le numéro, ça peut être le même, hein, mais dans d'autres cas, ça sera des numéros différents. Elle essaie de répondre à tout type d'exploitant, à tout type de situation. Donc forcément, entre l'exploitant avec peu de personnel en cellule de crise et l'exploitant avec beaucoup de personnel en cellule de crise, ben, forcément, on a des choses différentes. Alors du coup, ça c'est plutôt un schéma de synthèse en fait par rapport à l'utilité de la fiche, en tout cas du point de vue de l'ADREAL. Lorsque survient un événement dans l'établissement, on a une fiche GP. Suite à cette fiche GP, on sait si on doit s'attendre à un rapport d'accident ou si, vu l'événement, on doit quand même demander un rapport d'incident à l'événement, à l'exploitant pour avoir plus d'informations sur l'événement et travailler sur le retour d'expérience. Ces fiches-là, donc comme je vous le disais, elles sont transmises au BARPI qui en fait une synthèse et alimente la base ARIA avec ces fiches. Voilà, et donc en cas d'accident majeur, effectivement, ça permettra de pouvoir faire intervenir le BEA RI pour l'analyse de l'événement. Voilà. Alors, les suites des travaux de révision de la fiche GP, ben, c'est la mise en place de l'utilisation de la nouvelle fiche GP le plus tôt possible, avec un courrier qui va être adressé par chaque préfet de département à chaque installation classée concernée. Donc ça, c'est en cours. C'est en cours, là. Donc dans les tout prochains jours, les exploitants vont recevoir le courrier de mise en application de cette nouvelle fiche GP. Oui. Il y a quelqu'un qui souhaite s'exprimer? Micro ouvert, je pense. Associé à la fiche, c'est ce qui manquait peut-être dans les précédentes versions. Il y a un guide d'utilisation complet, une documentation associée qui permet de pouvoir véritablement se l'approprier et s'il y a des questions, de pouvoir y répondre. Parce que comme ça, de prime abord, remplir la fiche GP, ça peut peut-être soulever des questions tant pour celui qui doit la remplir que celui qui doit la lire. Donc le guide, il est aussi accessible pour les collectivités locales et territoriales et il est accessible sur le site internet de l'ADREAL et avec les éléments que Elodie vous enverra, à savoir la présentation PowerPoint et la visio de ce matin, vous aurez également les liens vers le site internet de l'ADREAL pour pouvoir récupérer les éléments, tant la fiche GP si vous souhaitez l'annexer à votre plan communal de sauvegarde ou plan intercommunal de sauvegarde pour ceux qui sont en cours, et également si vous souhaitez télécharger les guides et méthodes associés. Dans tous les cas, il est prévu de faire un point d'étape à 6 mois pour voir l'utilisation de la fiche GP, si elle correspond bien aux attentes du groupe de travail, composé des services de l'État, des services de secours, de représentants des collectivités locales et territoriales, puisqu'il y a quand même 2 mairies qui participent à ce travail-là, à savoir les communes de Martigues et les communes de Fos-sur-Mer, parce qu'elles reçoivent beaucoup de fiches GP, donc ça a été intéressant de pouvoir les associer pour voir comment finalement une collectivité locale appréhende la lecture de ces éléments-là, et également, bien entendu, les exploitants, via leurs organisations professionnelles ou en direct, puisque plusieurs exploitants participent au groupe de travail et ont permis finalement de pouvoir aboutir aux éléments qu'on vous a présentés là. Voilà ce que l'on souhaitait vous présenter ce matin en quelques mots concernant la fiche GP. C'est Mathieu Binet, là. J'avais quelques questions, alors peut-être un peu plus dans le détail, et notamment, ça s'appuie sur le PDF d'aide, le guide de la nouvelle fiche GP. Oui. Alors, en fait,
alors sur la page 3 sur 19 de ce guide, Oui. là où on nous explique comment caractériser les événements en tant qu'incident, accident ou accident majeur. Attends, Donc, juste, je vais vite ouvrir le guide pas de souci. pour qu'on parle de la même chose. On parle de la même chose, d'accord. Hop, le guide. Le voilà. Hop. Je le mets là. Ouais, hop, 3 sur 19, voilà, celle-ci. Donc effectivement, là, sur la deuxième partie, donc il est noté donc, que l'inspection des installations classées considère comme un accident des événements répondant à au moins une des conditions suivantes. Oui. Donc moi, ce que je comprends, c'est que si on a classé un événement avec au moins un sur les 3 premiers critères, donc matière, substance dangereuse, humaine et environnementale, on fait partie d'un accident. Oui, parce que du coup, il y a eu atteinte à un des enjeux. D'accord. Si c'est non seulement sur les substances toxiques qu'on est à niveau 3, on est également en accident. Oui. Donc là, pour moi, c'était assez clair. Par contre, le troisième point, a occasionné des dégâts matériels aux biens ou des dommages à l'environnement. Oui. Et donc là, du coup, je me dis, au début, on a quelque chose d'assez clair, c'est caractérisé. Ça s'appuie sur le tableau qui est à la suite avec des niveaux qui sont souvent adossés au seuil Céveso. Mais là, du coup, on a une phrase qui est complètement ouverte. A occasionné des dégâts matériels aux biens ou des dommages à l'environnement. Alors, et du coup, qu'est-ce qu'on en fait de cette phrase? En fait, ça reprend, on pourrait dire que ça reprend la première puce. Pour rien vous cacher, j'ai repris ça de notre guide métier qui a été rédigé par le BARPI et qui nous a donné des éléments pour classer et distinguer des événements incidents et des événements accidents. Et donc, j'ai repris in extenso, mais je suis d'accord avec vous, en fait, ce troisième tiré pourrait reprendre, et la version littérale du premier. Du premier, donc effectivement, plutôt quelque chose qui est assez cadré avec les puces sur A1 au niveau de ces 3 items. En fait, les conséquences environnementales, c'est quand on regarde la grille européenne, c'est assez complexe puisqu'en fait, elle est composée de 5 sous-thèmes en fonction s'il y a des animaux sauvages qui ont été tués, blessés ou autres, la proportion d'espèces animales ou végétales rares qui ont été protégées, qui ont été détruites, les volumes d'eau potable qui ont été impactés, les surfaces au sol, les nappes d'eau souterraines qui ont été impactées et les longueurs de linéaires de voies d'eau qui ont été impactées. Et en fait, c'est sur que les 2 derniers points qu'il y a un critère c'est pour accident majeur, qui qualifie l'accident majeur. Ouais. D'accord. Mais là, en fait, je pense que cette troisième puce est rajoutée parce qu'effectivement, dans le tableau de classification qui permet de cocher 1 sur 6 dans les critères, tous les critères ne sont pas pris en compte. Ouais. Et donc, c'est pour pouvoir prendre en compte des dommages qui n'ont pas été référencés dans la grille. D'accord. Vous voyez? OK. Donc, si on n'est pas dans la grille et qu'on ne peut pas les coter de 1 à 6. Voilà, mais qu'il y a un dommage sur. Voilà, parce que donc là, il y a une petite interprétation à faire, mais effectivement, avec une cohérence. Si on est dans un critère fortement impacté, mais qui n'était pas dans le tableau, on est quand même sur un accident. Exactement. Si on est dans un critère, c'est facile, on coche, bon voilà, et du coup, ça en découle de fait. Par contre, si c'est pas dans la grille, faut évaluer effectivement qu'il y a eu des dégâts qui ont été causés, et dans ces cas-là, on est vraiment dans le cadre d'un accident. Mais dans tous les cas, en fait, cette cotation-là, elle est souvent faite lors du rapport d'accident, en fait. Donc, elle n'est pas directement réalisée au moment ça de la dépend, gestion parce qu'à d'événement. partir du moment où vous aurez coché G2 sur la fiche, vous répondrez, à cette ligne. D'accord. Alors, j'avais une deuxième question qui était un peu plus bas sur le tableau, au niveau des critères environnementaux. Sur la grille des critères environnementaux, là, on est d'accord. Oui, voilà, sur l'environnement 12, au niveau des volumes d'eau pollués. Ouais. Effectivement, alors, moi, ma première question, c'était, il n'y a pas de mini, c'est-à-dire qu'on part du principe, on est en mètres cubes, qu'au premier litre, au premier mètre cube impacté. Impact sur le milieu. D'accord, c'est impact sur le milieu, d'accord. Et dans le petit 3, là, le rappel petit 3, il est noté que le volume est calculé en fonction donc du volume réel sur les seuils. Mais du coup,
moi, j'ai un peu du mal sur, notamment étant confronté à des effluents naturels avec des écoulements. Oui. Comment on fait pour calculer le volume impacté? Alors, attendez. Alors, parce qu'effectivement, sur une étendue d'eau, on va dire fixe ou un lac, bon, ça paraît plutôt facile. Et est-ce qu'il y a un critère de temps à prendre en compte? C'est une excellente question. Annabelle ou Marilyn? Je suis désolé. Annabelle ou Marilyn, vous avez des infos, vous, par rapport à vos discussions avec le ministère sur le sujet? Pas à ma connaissance, hein. C'est Marilyn, hein. Non, j'ai pas d'éléments complémentaires là. Ouais, je pourrais poser la question, hein. Donc, c'est D'accord. plutôt sur des volumes d'eau avec débit, c'est ça qui vous... Oui, et voilà, effectivement, nous sur notre site, on peut être confronté donc à des effluents naturels avec débit. Et donc, comment calculer ces volumes d'eau polluée? Est-ce qu'on doit le ramener à un équivalent temps et donc à une mesure de débit en fonction de la durée de l'événement? Bon, voilà, D'accord. ça a l'air assez clair que dire que la première goutte dans les effluents naturels est caractérisée en volume d'eau polluée, donc sur la puce numéro 1. Mais ensuite, lorsque l'on va vouloir calculer sur des volumes plus importants à quel niveau on se situe, Ouais. savoir comment calculer ça. Ok. Bon, on vous apportera la réponse. Merci. D'autres C'est questions? tout. Non, merci. Merci Mathieu. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais poser une question? Bien sûr. En revenant sur la page 3 que vous avez montrée du guide. Donc là, tout en haut, on parle des conséquences économiques. Attends le tableau. Voilà, par là, voilà. Là. Conséquences économiques. Première ligne. Le plus souvent, les conséquences économiques sont pour la société, très importantes. Est-ce qu'on les considère ou ici on parle des conséquences économiques à l'extérieur du site? Les deux. Alors, c'est des... Parce qu'un incident qui coûte 1 million d'euros, chez nous, ça peut être... Oui, alors... C'est plus qu'une fois par an. Juste par rapport à la cotation, les détails sont donnés dans la grille qui suit, en fait. Dans la grille qui C'est à suit. mettre en relation avec la grille. Donc, on est sur les 4 critères économiques qui prennent en compte et une partie des dommages dont les coûts sont imputables au niveau de l'exploitation et une partie des coûts générés en dehors de l'établissement, comme dans le 17. D'accord. Donc, on voit bien les pertes de production, je vois, de l'établissement. Ouais. Oui. Perte de production ou coût induit, je suppose qu'on le trouve également. D'accord. J'ai la même question pour les conséquences humaines. Les conséquences humaines, on peut faire là aussi, l'impact sur les personnes à l'extérieur du site est quand même très très rare. Il est plus fréquent d'avoir un impact sur le personnel qui travaille sur le site. Oui, alors en fait, c'est la même réponse du coup. Ce sera à rattacher au tableau qui est sur la page d'après. Et en fait, quand on parle de conséquences sur des personnes à l'extérieur du site, ça peut être aussi la privation, il me semble, d'eau courante, voilà, d'eau potable. Nombre de personnes privées d'eau potable, d'électricité, de gaz, de téléphone pendant plus de 2 heures. Donc ça, on considère que c'est un événement avec un impact sur des personnes. À l'extérieur du site. À l'extérieur du site, totalement. Donc tout ça, c'est bien repris dans les critères conséquences humaines et sociales dans la grille. En fait. Et on voit bien les blessés internes, éventuellement En revanche, les morts, ah oui, d'accord. vous les avez été employés. Employés. Vous Très les bien. avez. Très bien, merci. Du personnel organique ou du personnel d'entreprise extérieure. Par contre, je me permets de rebondir sur cette question. Oui. On est d'accord que c'est des employés, donc des morts ou des blessés, consécutifs à un événement industriel. Quelqu'un qui se tord la cheville, on est d'accord qu'on n'est pas dans ce... Non, c'est en compte. Voilà. Rattaché directement. En fait, c'est lorsque vous avez votre événement industriel, c'est le bilan. D'accord.
Donc, c'est à rattacher directement à l'événement, effectivement. OK. OK. Donc ça, c'est clair. Est-ce qu'on peut revenir à la page 3, Oui. un peu plus haut? Donc là, j'aurais une autre question, c'est la dernière, je pense. Rejet de substances dangereuses. Alors, là, il y a souvent ce qu'on appelle dans notre jargon les rejets primaires et les rejets secondaires, l'histoire du confinement secondaire. Imaginez une fuite de soude qui est collectée par nos égouts et qui est traitée en interne et qui ne fait l'objet d'aucun effet à l'extérieur du site. Oui, on ne considère pas ça comme un rejet dans le milieu, puisque vous avez gardé On l'avait confiné. Donc, tout ce qui est contenu à l'intérieur du site par les confinements secondaires. Ouais. Un rejet, c'est clairement une perte de confinement. Ah oui, une perte de confinement, nous en pouvons en avoir. On peut avoir une fuite sur un joint, c'est très courant. Oui. Et il n'y a aucune perception à l'extérieur. Et la fuite est faible. Voilà. Alors, si la fuite c'est là où je veux en venir, c'est que si la fuite est faible et qu'il n'y a pas de perception, bon, bah, vous allez réparer votre fuite et ça va là. Par contre, si suite à cet événement, dans votre rapport, votre compte rendu d'incident, vous établissez que les quantités émises par la fuite, par exemple, dépassent le seuil Céveso, seuil haut de la matière concernée, on sera sur un accident grave. Je dis ça parce que ça a pu Même si c'est confiné et traité par l'exploitant? D'accord. Bah, si c'est une fuite de gaz, s'il y a une fuite, ça va être difficilement confiné. Ah oui, moi non, mais c'est du gaz, ça va dans l'atmosphère. Mais c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la soude. Il peut y avoir d'autres produits qui n'émettent pas Tant que le vers produit l'air. n'est pas rejeté dans l'environnement, on ne considère pas qu'on a un rejet de substance. Voilà, c'est ça la réponse. OK. Je crois que j'ai compris. Hein, donc, enfin, j'ai compris. Je vais peut-être encore clarifier. Imaginez qu'on a une fuite de gasoil, qui est un produit qui n'émet pas émet des odeurs, mais ouais, bon. Ça va dépendre des quantités, en fait, surtout. Mais mettons 10 kilos. Oui. Mettons une fuite de gasoil 10 kilos, un jerrycan. Qui reste à l'intérieur du site? Ça va dépendre s'il est sur une rétention ou pas. Et sur une rétention, puisque la plupart de nos fuites, ou d'une façon quasiment générale, ça tombe toujours dans un confinement secondaire. Et s'il est sur une rétention, c'est pas considéré comme un rejet, parce que vous allez le récupérer. Okay. Très bien. OK, c'est ça la réponse que j'attendais. Okay. Je vous remercie. Je vous en prie. Oui, moi, bonjour, c'est Eric Sana de Géogas. J'aurais également une petite question. Donc, déjà une clarification concernant l'émission d'une fiche réflexe en cas d'un accident humain, c'est-à-dire que si l'accident est rattaché à un événement, donc il fera partie de la fiche réflexe, c'est bien ça. S'il y a juste un accident, on n'émet pas de fiche réflexe. Est-ce que vous pouvez reprendre votre question? Je ne suis pas sûre d'avoir... Si on a un incident, c'est-à-dire un événement qui nécessite une fiche réflexe et qu'il y a une personne accidentée, ou une personne accidentée qui est liée à l'événement, on fait une fiche réflexe. Mais si on a un accident qui est lié juste à un événement du site, enfin un accident du site, on ne fait pas de fiche réflexe. Ce que vous appelez fiche réflexe, c'est les fiches à l'intention de l'inspection du travail? La fiche GP, pardon, je parle de la fiche GP. D'accord, parce que sur le coup, je ne comprenais pas. Oui, excusez-moi. Alors, si vous avez un incident qui a seulement, vous avez dit, un impact sur une personne, c'est ça? Oui, il y a un impact sur une personne. Oui. L'accident de cette personne sera intégré dans la fiche GP. Oui. On ne fait pas de fiche. Oui, allez-y. Après, ça dépend de la nature de l'événement en lui-même. Par exemple, s'il est tombé d'un escabeau, ça donne pas lieu à fiche GP. C'est pas une fiche GP, un accident du travail. L'accident du travail. D'accord. En fait, il faut bien différencier l'accident du travail d'un événement d'exploitation. La fiche GP ne vous dispense pas, en cas de besoin, d'alerter l'inspection du travail, parce que l'inspection du travail n'est pas directement dans la boucle de la fiche GP. On les avertit, nous, quand on a sur la fiche GP une information sur une atteinte à des personnes,
On reboucle avec eux pour vérifier qu'ils ont bien eu l'information par ailleurs, mais vous devez alerter l'inspection du travail si, s'il y a eu des personnes atteintes par l'événement. C'est décoré. Ok, très bien. Et ma deuxième question. Quelqu'un qui se met un marteau sur un doigt lors de travaux, comme vous en avez très régulièrement, c'est clairement de l'accident du travail. Ce n'est pas un événement d'exploitation qui pourrait donner lieu derrière à un accident grave. Donc, c'est lié à l'accident du travail et ça ne donne pas lieu à une fiche GP. D'accord, très bien. Et ma deuxième question, c'était concernant la perception et l'événement. C'est-à-dire que nous, sur Géogaz, on n'a pas de système de voting. C'est-à-dire que du moment où un détecteur est impacté, ça déclenche un arrêt d'urgence, ça met en sécurité les installations et ça déclenche la sirène POI. Toutefois, il arrive fréquemment, et c'est la majeure raison du déclenchement de sirène sur notre site, c'est qu'on a des détecteurs qui peuvent se mettre en défaillance suite à des conditions climatiques particulières, hein, lorsqu'il y a des orages ou qui prennent l'eau ou qu'il y a une perte de la carte électronique. Donc dans ce cas-là, on a un détecteur qui se met en sécurité, on n'a pas de fuite de gaz, mais on a seulement une perception sonore. Donc à ce moment-là, on avait, nous, pour habitude, comme il y avait une perception hors du site, de faire une fiche GP. Donc là, on est toujours dans ce cas-là. On est dans le cas de tout à l'heure. Typiquement, si vous avez un détecteur qui tombe en rade, c'est soit vous le qualifiez en G0 ou en G1, ça c'est à vous à définir, parce que derrière, c'est pas un cas grave. Non, on intervient de suite. C'est par exemple une carte électronique qui a flashé. Et à mon sens, c'est du P1. À mon sens, ça sera du P1. Et il faut du coup suivre le schéma sur une fiche G0P1. Le schéma est relativement simplifié en fait. Ok, d'accord. Donc, d'ailleurs aux interlocuteurs d'avoir l'information que oui, c'est normal que la sirène retentisse, mais on sait à quoi c'est rattaché et si c'est un événement grave ou pas. D'accord. Puisqu'on avait, nous aussi, c'est nouveau depuis de communiquer également sur Allo Industrie ce genre de. C'est très bien, il faut continuer. Ce genre d'événement. Ok, parfait. Merci beaucoup. Pour moi, le P2, c'est plutôt lorsqu'on a une torche importante, non effacée par exemple, qui dure plus. Où là, on a un impact visuel extrêmement important. Et là, forcément, on en est du P2. En revanche, un torchage classique, comme il peut y en avoir régulièrement, on est plutôt dans du P1. C'est-à-dire qu'il y a quand même une perception, mais elle est faible. C'est quelque chose qui est on va dire, normal, je ne sais pas, mais en tout cas, qui est classique. On n'est pas dans quelque chose qui fasse que la torche, on la voit à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Très bien, merci. Après, cette notion de perception, elle est toujours fonction des individus et ce n'est pas toujours évident pour l'exploitant d'arriver à bien qualifier la perception à l'extérieur du site, sans en être conscient. Oui, mais après, nous, la règle, après, elle va être claire. Hein, c'était du moment où il y a déclenchement de sirène, on émettra une fiche GP. Exactement. Comme ça, la mairie de Martigues en est informée. Et ils en seront ravis. Comme ça, si jamais il y a des appels en mairie, ils savent répondre sans que ça aille plus loin. Merci. On peut peut-être rajouter quelque chose qu'on n'a pas forcément dit ce matin. Donc on vous a dit que les fiches GP pouvaient être incrémentées de plusieurs versions au fur et à mesure de l'évolution des connaissances sur l'événement. Par contre, pour ce qu'il en est de la cotation GP, la fiche devra toujours porter sa cotation entre guillemets maximale. D'accord ? C'est-à-dire que, en fait, on traite un événement, on relate les informations d'un événement qui a eu une gravité de tel niveau et une perception de tel niveau, même si l'incident est clos et maîtrisé. Donc, on a, en fait, en soi, on est retombé à du G0, P0, mais en fait, c'est l'empreinte gravité-perception de l'événement qui nous intéresse. Et donc, on doit garder la cotation correctement identifiée sur la fiche GP, même au cours des différentes versions de fiches. Et oui, vous pourrez très bien partir sur un G1 dans un premier temps, qui se transforme en G2, voire en G3. Dans ce cas-là, c'est
dès que les fiches continueront à évoluer, on sera sur du G3 après, même si après on rediminuait dans la gravité. Pareil pour la perception. C'est la cotation finale de l'événement, en fait. C'est ça. D'autres questions du côté des collectivités locales? Patrick, toi qui connais bien les deux côtés? Non, moi, c'est une évolution de l'ancienne fiche, donc il n'y a pas effectivement de grosses nouveautés. Ce qui est bien, c'est le côté de bien repréciser ce qui relève de l'alerte, de l'information et de la communication, parce que c'est vrai que les outils pour chacune des actions, et c'est bien de bien repréciser le rôle de la fiche GP au sein de ces outils. Voilà, donc non, sinon, moi, c'est relativement clair dans le sens où c'est une évolution pas sur le fond de l'outil, mais effectivement qui permet une meilleure utilisation et peut-être plus facile à remplir pour l'exploitant, avec effectivement une notice, un guide qui n'était pas existant avant et qui faisait qu'on se posait parfois des questions sur le niveau de gravité ou le niveau de perception. Voilà, donc pour moi, ça va plutôt dans le bon sens. Maintenant, il restera à voir à l'usage, effectivement, comment ça va se traduire, en espérant que ce ne soit pas utilisé pour des accidents majeurs sur notre territoire. On le souhaite. Ouais. Ça, on est bien d'accord. Alors, juste pour compléter par rapport au guide, vous avez pu peut-être le voir, à la fin, on a essayé de faire l'exercice difficile de vous donner des exemples de cotation par rapport à des événements voilà, dont on a fait un petit retour d'expérience aussi, et qui peuvent permettre d'essayer de se jauger dans comment coter l'événement en gravité, en perception. Du côté des autres collectivités, Guy, qui connaît bien rien de particulier. Nous, on reçoit déjà les GP de Landel-Basel et ça nous est très utile. Donc là, je vois que les évolutions sont effectivement plutôt du côté des exploitants que du côté de des collectivités. Mais enfin, on est quand même très intéressés pour avoir ces informations-là pour pouvoir informer nos populations. Ok. Voilà. Merci Guy. J'en prie. Il y a une main levée. Oui, c'est moi, Eric, c'est Justine. Du coup, nous, la métropole, on n'était pas destinataire de cette fiche. On le sera toujours pas ou... A priori, Question. vous le sauriez toujours pas, puisqu'en fait, c'est véritablement les autorités détentrices du pouvoir de police qui sont visées en première intention, donc maire, préfet, le SDIS, puisque c'est l'intervenant opérationnel, et qu'il lui faut impérativement avoir toutes ces informations-là, même si c'est largement insuffisant. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il envoie un officier de liaison, c'est d'ailleurs pour ça qu'il se déplace sur les sites pour bien comprendre ce à quoi on a affaire. Et ensuite l'ADREAL, parce que c'est l'interlocuteur technique du préfet et des exploitants. En ce qui concerne la métropole, ou même d'autres services d'État qui pouvaient potentiellement le recevoir jusqu'à maintenant, peut se poser la question de l'interprétation du contenu de la fiche. Et donc, ce qui a été décidé par le groupe de travail, c'est de restreindre le nombre de personnes qui la reçoivent pour faire en sorte que s'il devait y avoir mobilisation de la métropole, par exemple, ça se fasse directement soit au travers du maire, puisque il y a un lien étroit entre la métropole et la collectivité locale, soit au travers du préfet, si c'était une disposition hors sec qui était activée. Ok, merci. Alors, je peux comprendre que dans le cadre de la loi Matras, la question puisse être éventuellement reposée, mais ça sera à voir comment les plans communaux de sauvegarde et les plans intercommunaux de sauvegarde vont s'imbriquer l'un dans l'autre pour s'assurer qu'il y a une bonne remontée d'informations de l'un vers l'autre. Mais c'est un peu tôt encore. Oui, ça va pas être simple. D'autres remarques? Pascal? Écoute, non, moi j'ai écouté avec attention. J'ai pas de remarques particulières. Je réinsiste auprès des services d'incendie et de secours. L'alerte par téléphone est indispensable. Ça nous permet de calibrer notre réponse. Merci Pascal. Christos?
Oui, Eric, bah, écoute, merci d'abord aussi près d'avoir invité le CIRA7PC à assister à cette réunion relative aux nouvelles modalités liées à la fiche EGP. Donc, j'ai pris connaissance de l'exposé qui est tout à fait clair. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est donc un élément de contexte qui consiste en une instruction d'application immédiate qu'on a diffusée en début de semaine à l'ensemble des exploitants soumis à PPI. Alors, l'envoyé que j'ai dit comme, donc il se peut que tous ne l'aient pas reçu, donc on fera une salve complémentaire d'envoi. Donc, de toute manière, à mon sens, ce que nous avons écrit et qui se réfère à une circulaire préfectorale, certes un petit peu datée, mais qui est toujours en vigueur, qui n'a pas été abrogée, est tout à fait dans les purs. Alors, évidemment, il y a des éléments de contexte. Les interlocuteurs, enfin, les participants ne sont pas censés ignorer que côté CIRA7PC, il y en a certains d'entre nous qui ont certaines réticences vis-à-vis de la fiche EGP. Mais enfin, du coup, le groupe de travail, dans une des missions qui s'est fixée, a très bien fait de rappeler et de marteler à plusieurs reprises que la fiche EGP est un outil d'information et qui ne se substitue absolument pas aux actions d'alerte. Donc, de ce point de vue, le CIRA7PC remercie le groupe de travail d'avoir, à l'occasion de ce groupe de ces travaux, justement, répété à l'envi que la fiche EGP vient en complément d'une action d'alerte. Alors après, pour en revenir justement sur cette circulaire préfectorale, enfin cette instruction préfectorale que nous avons diffusée lundi. D'ailleurs, j'ai cru noter une petite discordance dans le tableau dans la slide numéro 6, mais enfin ça c'est accessoire. En fait, la fiche GP et la procédure Orsec, c'est un petit peu une difficile articulation entre les obligations réglementaires qui incombent aux ICPE au titre du Code de l'environnement et les obligations réglementaires un petit peu plus opérationnelles relatives au Code de la sécurité intérieure. Donc nous, justement, on a essayé un petit peu de sortir, non pas de cette impasse, mais en fait de cette petite difficulté, en rappelant quelque part ce qui concerne le dispositif Orsec en termes d'incident, d'accident, bon, peu importe la terminologie qu'on applique. Cette vieille circulaire de 95, donc on a profité justement de la modification de la mise à jour des procédures Orsec pour la remettre au goût du jour, et puis ça a été conforté par un petit événement qui s'est produit le week-end dernier, donc on a eu l'occasion d'en parler, toi et moi hier, dans l'hypothèse que je n'aurais pu participer à la réunion aujourd'hui, et puis j'ai également échangé avec le responsable sécurité du site concerné lundi, dont on a des représentants d'ailleurs présents, je ne citerai pas lequel, mais enfin, ce n'était pas du tout de la faute de l'exploitant. Voilà, pour rappeler, si vous voulez, que nous, CIRA7PC, nous sommes, pour le compte de l'autorité préfectorale, le garant du dispositif Orsec. Et que le dispositif Orsec, cela implique donc un certain nombre de procédures, donc des planifications PPI, qui ne portent que sur des événements d'ampleur. C'est la fameuse interface infra-PPI-PPI que l'on souhaite tester dans le cadre des exercices de sécurité civile, qu'ils soient inopinés ou pas. Et donc, nous, ce qu'on demande à compter de maintenant, parce qu'on rappelle en fait, c'est plus un rappel, c'est que de toute manière, concernant le CIRA7PC et l'autorité préfectorale, nous devons être rendus destinataires d'événements liés, se produisant sur des sites qui sont qualifiés au regard de la fiche GP de minimum G2, donc pour les incidents les plus significatifs, P3 et bien évidemment G3. Tout simplement parce que le reste, quelque part, ne relève pas de l'Orsec ou de la réponse Orsec, cela relève soit d'événements normaux d'exploitation ou d'incidents mineurs. C'est pour éviter collectivement, donc ce n'est pas pour qu'on ne fasse pas notre travail ou qu'on en fasse moins que ce qu'on demande, bien au contraire, c'est justement pour nous protéger collectivement. Alors, je vais rester soft parce que je vois que la séance est donc enregistrée. Enfin, pour en revenir à un incident, enfin un événement qui s'est produit le week-end dernier, nous avons été appelés par l'autorité préfectorale parce que celle-ci était rendue destinataire d'une fiche EGP qui portait sur du torchage. Donc, comme Eric l'a précisé en introduction, activité tout à fait normale pour un site industriel pétrochimique. Ceci étant, nous avons dû investiguer. Donc, ça m'a incité, moi, dans le cas de l'astreinte, à solliciter le CODIS pour savoir ce qu'il en était. Le CODIS n'ayant pas plus d'informations que nous, au-delà de la fiche EGP, j'ai dû me rabattre auprès du standard de la préfecture qui m'a donc confirmé que ce n'était pas un appel, donc ce n'est pas une alerte relative à un événement qui avait été porté à l'attention de l'autorité préfectorale de permanence, mais un simple envoi de fiche GP. G0, je précise, voilà, justement pour cadrer l'enjeu. Du G0P1, donc du torchage.
compte rendu fait à l'autorité préfectorale ne semble pas la satisfaire. Donc, nous avons dû obliger de solliciter notre astreinte, l'astreinte DREAL, voilà, qui a dû également s'enquérir auprès du DOI pour que le DOI fasse un point de situation d'un événement mineur. Donc, si vous voulez, on a été mobilisés les uns et les autres, aussi bien service d'État, service opérationnel, donc CODIS, qu'exploitants, pour pas grand-chose. Donc, si vous voulez, pour canaliser l'information et que ne soit porté à l'attention de l'autorité préfectorale que les événements majeurs, donc on a dit à partir du G2, on vous demande à compter de maintenant de nous rendre destinataires par mail d'ailleurs. On simplifie quelque part aussi la procédure à l'adresse de nos amis exploitants. Donc, on ne vous demande plus de l'envoyer par fax sur 3 numéros de fax. On vous demande uniquement de l'envoyer de manière dématérialisée sur une seule et même adresse bien connue du service préfet à cette PC. Et surtout, évidemment, en complément d'un appel téléphonique que vous passeriez, en cas d'événement majeur, à l'autorité préfectorale. Alors, à plus forte raison, hors ouvrable, c'est à l'autorité préfectorale que vous devriez parler, puisque c'est elle, en tant que directrice opérationnelle, directrice des opérations potentielles, qui serait amenée à nous activer, nous, pour que nous mettions en œuvre le COD et déclenchions une ou plusieurs mesures du PPI afférent. En journée, l'idéal, c'est effectivement d'appeler directement l'autorité préfectorale. Après, en fonction des disponibilités des uns et des autres, évidemment, cela va sans dire que si jamais vous n'arrivez pas à joindre dans un premier temps, en journée ouvrable, en heure ouvrable, l'autorité préfectorale, vous pouvez tenter de joindre le CRA7PC. Mais enfin, je précise, en fait, je recadre le contexte. Donc, fiche GP pour le CRA7PC autorité préfectorale uniquement à partir des gros G2, pour le dire de manière triviale, et cela doit venir en complément de l'alerte qui se fait forcément par téléphone et à l'attention de l'autorité préfectorale. Voilà ce que j'avais à dire et je pense que c'est de toute façon en raccord avec l'ensemble du travail mené par le groupe dont l'ADREAL et le CIPRE ont l'honneur d'assurer le pilotage. Merci beaucoup, Christos. Ce qui est la grosse évolution et ce qui est très bien, du coup, c'est que les informations de fiches GP qui arriveraient de manière détournée à l'autorité préfectorale sans passer par vous, ça ne sera plus le cas. Et donc, du coup, on évitera ce genre d'avatar et de désagréments tel que vous avez pu le connaître dimanche dernier à l'heure du petit déjeuner. Exactement. Et je le précise, je reprécise une fois de plus, dites-nous, pourquoi pas, mais je veux dire, ça a également sollicité le CODIS qui aurait pu avoir autre chose à faire. Bon, je suis tombé sur un officier de guerre tout à fait compétent, le standard préfecture, l'astreinte DREAL qui aurait pu avoir à faire autre chose peut-être de plus important. Et je répète également, pour que ce soit effectivement une prise en compte collective, également le DOI de l'établissement, non pas incriminé, puisqu'il n'avait absolument rien à se reprocher, mais en tout cas le DOI de l'établissement concerné qui, pareil, a dû justifier le pourquoi du comment d'un fait tout à fait normal lié au fonctionnement de son installation. Donc c'est vraiment une protection, on va dire une garantie collective de l'ensemble de la communauté de gestion de crise. Service de l'État, services de secours et exploitants industriels. Merci Christos. Du côté des organisations professionnelles, Annabelle ou Marine? Rien de plus, non, rien de particulier. Je pense que je remercie la précision apportée par M. Sabanis à l'instant, voilà, pour mieux qu'on comprenne effectivement la précision qui a été apportée par le dernier courrier de la préfecture. Tout à fait, Madame Raffin, et de toute manière, voilà ce que je disais hier à Eric, c'est que évidemment, ça c'est vraiment au titre de l'ORSEC, au titre de ce qui est demandé, pour le compte de l'autorité préfectorale, évidemment, ça n'enlève en rien ce qui est exigé par l'ADREAL ou ce que le CODIS également est en droit de demander. On décorrèle bien, on décorrèle pour partie, en tout cas pour rationaliser la procédure, et pour également canaliser l'information afin que celle qui relève véritablement de l'ORSEC tombe dans les oreilles ou sous les yeux de l'autorité préfectorale à bon escient. Voilà, effectivement, après, dans le cadre de ce qui relève des procédures, le CODIS ou le COSIM, d'ailleurs, continueront à être destinataires de ce dont il doit être rendu destinataire, et pareil, évidemment, pour l'ADREAL. C'était effectivement, on n'impose pas, on va dire, notre circuit ou notre niveau d'alerte ou d'information à l'ensemble de la communauté de travail. Je répète que c'est effectivement pour le compte de l'autorité préfectorale et dans le cadre du dispositif ORSEC. C'est la fameuse articulation infra-PPI, donc POI extrêmement renforcé, PPI. Ok. Aurélie, de ton côté pour environnement industrie?
C'est très clair. Merci pour ces compléments. Merci beaucoup. Du côté des collectivités, Ville de Marseille. Elsa? Du côté du CPHS? Ça donne des bonnes notions d'utilisation de la fiche. C'est vrai qu'on n'est pas soumis à son utilisation et on est néophyte dans ce sujet-là, mais ça permet de prendre des bonnes pratiques pour essayer d'organiser au mieux notre futur PPI, que ce soit sur les 2 terminaux à conteneurs. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas soumis de la même manière que les ICPE, mais si vous souhaitez l'utiliser, alors je le dis ça sous couvert de Christophe Samadis, hein, rien ne vous interdit de l'utiliser, puisque ça aura le mérite d'être formaté et d'être du coup parfaitement connu par les autorités et les acteurs locaux, que ce soit le CODIS, les collectivités locales, et d'avoir un cadre commun. Ça, c'est après, c'est à vous à voir. Il ne faut pas réinventer la roue, c'est un outil qui a eu une longue utilisation, une maturité assez importante, et je pense qu'on ne peut que s'en inspirer et de se l'approprier pour être le plus efficace possible en cas d'événements indésirables. Ok Yannick, merci beaucoup. Tamara, de ton côté, pareil? Ben, oui, moi j'avoue qu'on n'est pas utilisateur de cette fiche, donc ça a quand même tous ces points-là ont quand même pas mal dégrossi mon niveau de connaissance qui était assez bas. Et puis je pense que je rebondis sur ce qu'a dit Yanni, on va continuer. Puis nous, on attend un petit peu le retour aussi des dossiers qu'on a envoyés. Et je pense que oui, cette fiche va bien nous servir. Ok. Oui, parce que quand vous avez un événement, vous vous rendez compte quand même à l'ADREAL, mais pas au même service, non? C'est ça, mais après, c'est pour le moment des événements mineurs. Et par contre, ce qu'on va mettre en place cette année, c'est de s'approprier votre échelle de cotation sur les enjeux financiers, environnementaux, humains. Et comme ça nous permettra aussi de classer nos événements par rapport à ça. D'accord. Bonne pratique, ouais. Oui, ça sera vraiment pratique. D'autant plus que sur des installations comme les vôtres, elles sont aussi fléchées par le BARPI en termes d'événements. Oui. Ah oui. Et c'est vrai que la cotation, elle est parfois un peu bizarre quand on est sur de la ND, enfin la marché dangereuse. Donc c'est vrai que ça a le mérite de fixer un cadre. De cadrer, de mettre. Oui, puis ça permet d'avoir à tout le monde d'avoir le même niveau de cotation aussi, et de ne pas trouver quelque chose de côté grave à un endroit et moins grave à un autre. Tout à fait, Donc oui. on harmonise. C'est bien cadré, c'est bien défini, donc voilà, ça nous permettra de mettre le curseur au bon endroit. Tout à fait. Okay. Merci beaucoup. Eric, de toute façon, je me permets d'ajouter un complément à l'attention de la représentante de SIARD, donc il s'agit bien de SIARD FOSS. Oui. Oui, donc bon, c'est pas un secret, hein, c'est pas un mystère. Dans quelques mois, le site de SIARD ainsi que son confrère d'Eurofoss feront l'objet d'un PPI. Donc de toute manière, à une certaine échéance, vous aurez vocation à vous en servir de cette fiche GP de toute manière. Alors, oui, pour nous, c'est en cours. On a fait, Yanni qui est présent, qui est en présentiel là, on a travaillé conjointement sur les dossiers qu'on a renvoyés à l'échéance qui était donnée. Et puis on attend le retour maintenant du petit travail qu'on a fait en amont. Voilà. Donc oui, on se doute bien qu'on va y avoir droit. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde a pu s'exprimer? Est-ce que quelqu'un a des remarques complémentaires à faire? Je vois que notre ami Jean-Claude Varini est connecté. J'en profite pour lui passer un bonjour chaleureux et mes meilleurs voeux. Donc, si tout le monde a pu s'exprimer et qu'on a répondu à vos questions et à vos attentes, on va mettre fin à cette séance. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, Elodie
va vous adresser dans la journée les liens vers le site de l'Adréal sur lequel il y a les éléments que vous pourrez télécharger, donc tant la fiche que les guides, ainsi que la visio d'aujourd'hui. Vous y trouverez aussi la visio du séminaire qu'on a mené le 16 décembre. Qui sera complété par, du coup, par l'intervention du BARPI. Qui Oui, était aussi c'est ce que j'allais dire, voilà, parce qu'il y avait une intervention également du BARPI dans le cadre de ce séminaire qui peut vous intéresser, donc il ne faut surtout pas hésiter à la consulter. Et bien entendu, on reste à votre disposition, tant Carole que moi, mais également les partenaires qui sont intervenus directement dans le cadre du groupe de travail. Il ne faut pas hésiter à échanger avec eux, tant les organisations professionnelles que le CODIS, puisqu'on a tous le même niveau de connaissances et de partage sur cette fiche-là. Et dans tous les cas, on échange entre nous, on fait des points réguliers dès qu'il y a la moindre question un peu particulière pour s'assurer que la fiche reste dans la ligne qui a été fixée par le groupe de travail. Donc, dans tous les cas, on reste à votre disposition. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous remercie pour votre participation et je vous renouvelle encore mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Et comme l'a parfaitement dit Patrick Grimaldi, surtout sans accident majeur sur nos territoires. Et qu'on n'ait que des fiches G0, P0, donc du coup que personne n'ait de fiche, puisque à ce niveau-là, ça ne donne pas lieu à grand-chose. Merci beaucoup, au plaisir, et à très bientôt. Au revoir et bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.